finalement, le cadre de son lancement, c'est par rapport aux enjeux importants en termes d'énergie carbone qu'on connaît tous, notamment en lien avec les parcs immobiliers. Donc ici, je mentionne les sujets quand même réglementaires qui sont vraiment d'actualité. Donc le sujet décret tertiaire, avec l'échéance 2030 qui commence à approcher sur le parc tertiaire. Donc je vous montrerai ensuite en quoi voilà, notre solution logicielle et l'AMI peut tout à fait s'inscrire dans le cadre du respect et de la programmation des programmes de travaux des crêtes tertiaires. Il y a aussi certains d'entre vous, je pense, qui ont un parc plus lié au logement. Donc également, ça peut tout à fait s'inscrire dans le cadre d'un patrimoine de logement. On verra en quoi. Et le lien avec la méthode proposée, Power 10, en simulation énergétique dynamique, et les exigences davantage réglementaires liées au DPE. Et bien sûr, il y a d'autres contraintes qui sont les contraintes économiques, de rénovation patrimoniale, de confort, etc., qui peuvent rentrer dans ce cadre. Voilà, donc je ne vais pas revenir sur la fête EPL. Je pense que Camille a bien présenté le partenariat et vous savez tout ce qui est la fête EPL. Donc, je vais simplement, avant de rentrer dans le détail, très rapidement présenter Efficacity, puisqu'on est une structure un petit peu particulière, un petit peu atypique, puisqu'on est un ITE, donc un institut de transition énergétique. On a été créé sous l'impulsion de l'État en 2014 et on est financé voilà, à 50% dans le cadre de France 2030. Donc, notre principal mandat est porté par l'État, mais on a un organisme public-privé avec également des membres privés qui sont principalement des ingénieries, donc je ne vais pas les citer, mais que vous voyez apparaître ici et que vous connaissez tous. Donc on a ce fonctionnement particulier et avec un mandat de l'État qui nous demande finalement d'impulser et de créer, d'innover pour créer de nouvelles pratiques en termes de performance énergétique au niveau des territoires, de l'urbain et des patrimoines immobiliers. Et dans ce cadre, ça nous permet, on en reparlera après quand je parlerai du financement, mais de pouvoir financer en partie les études et missions de R&D opérationnelles qu'on mène. Donc c'est bien, c'est important de comprendre qu'on n'est ni un bureau d'études, ni un organisme de recherche pur, on est plutôt un institut de recherche-action qui vise à expérimenter, innover, appliquer sur le territoire des nouvelles méthodes pour ensuite outiller les acteurs de ces territoires, donc principalement par la suite les bureaux d'études, mais d'autres acteurs aussi, pour innover dans les pratiques. Donc, je vais rentrer dans le cœur du sujet. Donc déjà, la présentation un peu plus technique de la méthodologie qui est proposée dans le cadre de l'AMI. Donc déjà, vous présentez notre logiciel Power 10, donc, qui a la particularité d'être un petit peu seule solution existante de ce type en France actuellement, un logiciel de simulation énergétique dynamique à l'échelle urbaine. Donc je pense que certains d'entre vous, voire tous, connaissez la simulation énergétique dynamique à l'échelle bâtiment. Là, on propose vraiment une solution de SED à l'échelle urbaine. Donc là, vous voyez une vision un petit peu de l'interface qu'on peut avoir du logiciel. Ce logiciel permettant d'avoir une saisie à l'échelle cartographique et urbaine, que ça soit à l'échelle d'un quartier, mais aussi d'un patrimoine diffus. Donc, on peut tout à fait saisir un patrimoine disséminé dans une commune et même à l'échelle du territoire. Je précise que ce logiciel Power 10 est co-développé avec l'un de nos partenaires et membres, le CSTB, voilà, depuis la fin des années 2010. Donc, il se base sur un moteur de calcul qui est Dimosim, qui est principalement porté par le CSTB. Et Efficacity co-développe le moteur et développe principalement le logiciel. Donc, on est vraiment en partenariat voilà, avec le CSTB en termes de méthode de calcul qui est vraiment solide et en lien fort avec les méthodes de calcul aussi réglementaires, donc peuvent être la RE 2020 ou le DPE. Voilà, et donc ce logiciel de simulation énergétique dynamique permet donc de modéliser l'ensemble des bâtiments d'un parc immobilier sur une même saisie cartographique et sur l'ensemble des usages énergétiques de ce parc. Donc si je veux rapprocher un petit peu
Ça, voilà, des usages que vous connaissez tous, et en prenant un petit peu les catégories classiques par rapport notamment aux usages réglementaires, on va avoir donc le chauffage, l'eau chaude sanitaire, la climatisation, la ventilation et l'éclairage, donc faisant partie de l'électricité spécifique, et donc au sens large, l'électricité spécifique. Donc on est donc en capacité de modéliser de manière dynamique l'ensemble de ces usages. Donc une petite précision, simulation énergétique dynamique, c'est-à-dire qu'on est en pas de temps horaire, donc on va modéliser les besoins, puis les consommations, heure par heure sur l'ensemble de l'année, les besoins et les consommations de l'ensemble de ces bâtiments et du parc, ce qui permet d'avoir une vision très fine des consommations de ces bâtiments et de ce parc, et notamment d'approcher assez finement tout ce qui va être les questions de foisonnement et autres, ce qui ne serait pas possible par rapport à une approche plus classique à l'échelle d'un parc, qui serait plutôt sous un format tableur avec des ratios. Donc, comme vous le comprenez, on se place un petit peu sur un segment qui n'existe pas vraiment actuellement, sur une étude assez poussée à l'échelle du parc. Donc, c'est ni du ratio à l'échelle du parc, ni de la SED à l'échelle du bâtiment qui serait extrapolée au ratio. On est un petit peu entre la stratégie énergétique de parc immobilier et l'audit énergétique, avec une vision croisée entre les deux à l'échelle du parc. Donc, pour continuer, voilà, sur les principales fonctionnalités de Power 10, la particularité aussi, c'est que, en fait, en termes d'apport d'informations et d'hypothèses de calcul, il va y avoir deux approches complémentaires. La force du logiciel, c'est qu'il est en lien avec la plupart des bases de données faisant référence, que ça soit la BD Topo, la BDBU, on a un lien avec la base de données des DPE de l'ADEME. Donc il va y avoir en fait de l'import automatique, donc notamment de la géométrie des bâtiments, des usages des bâtiments, des années de construction. Et en fait, ces informations-là vont nous permettre une autocomplétion des modèles, c'est-à-dire le logiciel de base, lorsqu'on va lui définir un périmètre ou un patrimoine, va directement permettre d'importer des données qui seront pré-saisies dans le logiciel. Donc ça permet vraiment d'avoir une étude, on va gagner du temps et gagner de la ressource pour avoir le moins de saisies possible. Après, évidemment, on est conscient que dans ces données, dans ces bases de données qu'on va appeler, il y a des choses qui sont incomplètes, il y a des données qui peuvent être incorrectes pour différentes raisons, hein, soit au niveau de la base de données en elle-même, soit au niveau de l'opérateur ou autre qui a renseigné la base. Notamment, je peux penser aux données DPE, ça va dépendre quand même de la fiabilité du diagnostic, ou peut-être qu'une rénovation a été réalisée sur le bâtiment et n'a pas été prise en compte dans la base de données. Bref, il y a plein de raisons qui font que cette base de données euh, bah, peut être partiellement incorrecte, entre guillemets. Donc, en complément de ces imports automatiques, on a la possibilité, et même c'est réalisé dans tous les cas dans ce type d'études, la nécessité de faire une saisie manuelle d'une partie des données. Et donc, le champ de données des saisies, on va voir un petit peu après, et sur énormément de paramètres. Donc là, il y aura quand même une nécessité et un intérêt vraiment nécessaire que le porteur de projet, donc un maître d'ouvrage qui souhaiterait réaliser ce type d'études avec nous, puisse nous transmettre également des données techniques. Donc elles sont listées dans l'AMI, on pourra les lister plus loin, mais des diagnostics énergétiques qui auraient été réalisés, des données techniques, des DOE, etc. Également très important, les factures de consommation énergétique et ou les déclarations Opéra pour les bâtiments soumis en tertiaire pour qu'on puisse récupérer les consommations réelles et calibrer le modèle, c'est-à-dire vérifier la pertinence de notre modèle et des consommations qu'on va trouver par rapport à la réalité. Puisque la méthode de simulation énergétique dynamique, l'intérêt, c'est qu'elle va être le plus possible réaliste. Donc l'idée, ça va être de retrouver déjà à l'état actuel les consommations réelles du bâtiment pour ensuite pouvoir y appliquer des actions et scénarios et estimer des gains prospectifs. Donc, il y aura forcément des échanges avec les services techniques ou autres gestionnaires qui seront nécessaires. Voilà, donc
l'idée, donc je vous ai bien expliqué la méthodologie de Power 10, en tout cas une bonne synthèse, donc en dynamique au plateau horaire sur une année, donc ce qui est quelque chose qui n'existe pas à ce stade, à ce jour, à l'échelle du patrimoine. Et donc la force aussi, c'est que certes, il y a un certain temps de saisie de tout ce patrimoine et de toutes ces données, mais une fois que le patrimoine est saisi, on va pouvoir, à l'échelle de ce patrimoine, modéliser un très grand nombre de gestes d'amélioration que je vais détailler après, de scénarios de rénovation, c'est-à-dire potentiellement plusieurs dizaines qui seront modélisés et donc calculés en 1 heure pour plusieurs centaines de scénarios même. Donc on est sur un outil très puissant et permettre de faire une comparaison d'un nombre très très important de variantes sur plusieurs critères que je vais détailler après, mais en gros énergétique, carbone et économique. Ça permet vraiment de tester plein d'options, de sortir les indicateurs et de faire les meilleurs choix. Et bien sûr, tous ces gestes de rénovation et ces scénarios, ils seront préalablement définis avec le porteur de projet. Donc voilà, là, c'est une slide un petit peu dense. C'est simplement pour vous donner un petit peu plus une idée du process que je viens de détailler. On a vraiment la première partie du process, l'étape 1, c'est la récupération des données, recroiser les bases de données et fiabiliser le modèle de calcul. Donc la fiabilisation est en fait en étape 2 avec la calibration, c'est-à-dire vraiment recroiser les résultats du calcul par rapport aux consommations réelles notamment et à l'ensemble des éléments que le porteur de projet pourra nous donner. L'étape 3, là, ça sera une fois qu'on a fiabilisé l'état des lieux, valider ensemble les actions possibles qui seront à simuler pour ensuite les simuler par le calcul et obtenir l'ensemble des résultats et pouvoir arbitrer les meilleurs choix de rénovation en partie 4. Donc là, vous voyez un petit peu, déjà sur cette slide, l'ensemble des paramètres qui vont rentrer. Donc, je pense que certains d'entre vous les connaissent, peut-être d'autres moins. C'est vraiment les mêmes paramètres qu'on va utiliser en simulation énergétique dynamique à l'échelle bâtiment et également dans des calculs réglementaires type RE 2020 pour le neuf ou DPE pour le logement existant, par exemple. C'est-à-dire tout ce qui va être modèle thermique, donc performance des parois, donc coefficient U de transmission thermique ou résistance thermique d'isolant, caractéristiques des menuiseries, caractéristiques des systèmes donc, de ventilation, des systèmes de chauffage, donc pompe à chaleur, chaudière, etc. Donc toutes ces caractéristiques vont être entrées dans le modèle. Et également, comme on est en simulation énergétique dynamique, on le voit ici, tout ce qui va être lié à l'utilisation, l'exploitation et l'occupation des bâtiments, donc qui va beaucoup jouer sur les consommations. Donc je vais penser par exemple au nombre d'occupants par mètre carré, aux usages des bâtiments, donc par exemple si on est sur du tertiaire, est-ce qu'on est sur du bureau, de la restauration, de l'enseignement, ce qui va influer notamment sur les nombres d'occupants, sur quels sont les horaires d'occupation, quels vont être les équipements présents dans les bâtiments, donc en termes de matériel, donc en bureau, de la bureautique, en enseignement, potentiellement du matériel scolaire. Tous ces éléments-là vont être pris en compte et vont être finement paramétrés et modélisés. Voilà, donc si je reprends rapidement, la première étape, c'est vraiment récupérer l'ensemble des données nécessaires pour les simulations, donc j'en ai parlé. Et donc là, en termes de données, comme je le disais, vous avez vraiment toutes les données liées aux propriétés thermiques des bâtiments, au système énergétique, à l'occupation. Et il y a aussi donc, le fichier météo. Donc là, on va se baser sur un fichier météo réaliste, au plus proche du projet, pour avoir des consommations au plus proche du réel, ce qui aura une importance notamment dans le cadre du décret tertiaire en tertiaire et de la fiabilité des calculs. Et en logement, là, notre idée, ça va être d'être au plus fiable par rapport à la réalité. Et on pourra ensuite avoir une démarche pour rapprocher nos résultats et intégrer la dimension DPE. Voilà la première étape. Donc la deuxième étape, on modélise les bâtiments et on calibre le modèle. Là, j'en ai parlé. La troisième étape, donc ça, c'est une étape
est fait conjointement, c'est-à-dire on va établir la liste des actions de rénovation énergétique à étudier. Quand on parle d'actions, on va généralement étudier deux types d'actions, entre guillemets, c'est-à-dire des actions unitaires par poste, et ensuite les combiner en scénario. Donc déjà, les types d'actions qu'on va pouvoir modéliser, donc c'est vraiment tout ce qui est lié à l'enveloppe thermique du bâtiment, donc l'isolation de l'enveloppe, donc des différentes parois, donc murs, plancher bas, toiture, remplacement ou amélioration des menuiseries extérieures. Donc sachant que là, quand on parle d'enveloppe du bâtiment, on est bien conscient qu'il y a beaucoup de contraintes au-delà de la partie purement thermique, donc c'est-à-dire est-ce que le bâtiment est occupé ou non? Est-ce qu'il y a des contraintes réglementaires liées peut-être au PLU? Est-ce que le bâtiment est classé, donc qui ne permettra peut-être pas de faire de l'isolation par l'extérieur? Mais si le bâtiment est, si on est en site occupé et qu'il n'y a pas de possibilité de fermer le bâtiment, peut-être qu'une isolation par l'intérieur sera complexe. Bref, tous ces paramètres-là sont à voir ensemble pour voir ce qui est possible ou non par rapport à toutes les contraintes. Voilà, donc la ventilation, donc on va pouvoir étudier une amélioration des systèmes, par exemple VMC double flux, plutôt généralement en tertiaire, en rénovation, simple flux, hydro-réglable par exemple en logement. Là c'est pareil, si on est en site occupé, on va voir en amont ce qui est possible de faire ou non pour pas vous proposer des choses qui seraient irréalistes, hein, bien sûr. Les systèmes énergétiques, donc avec tous les systèmes possibles, donc chaudière, pompe à chaleur, réseau de chaleur. Donc là, à voir aussi ce qui est possible et aussi par rapport peut-être à votre politique et votre retour d'expérience en exploitation. Et donc là, quand je parle de système, il y a bien sûr l'aspect modéliser les travaux, les améliorations, mais également modéliser la régulation, programmation, et notamment les températures de consigne ou des dispositifs de régulation, programmation, qui peuvent être des actions assez peu coûteuses et assez rentables, d'après le retour d'expérience qu'on peut souvent avoir. Et donc après, on peut aussi agir, enfin modéliser les impacts sur les autres équipements. Voilà, donc l'idée sur toutes ces actions-là étant de simuler un très grand nombre d'actions par poste et ensuite de combinaison de ces actions en scénario pour atteindre les objectifs définis ensemble. Donc il y a souvent une part d'objectifs réglementaires liés au décret tertiaire, liés au DPE, aussi des objectifs par rapport à votre budget aussi. Donc un des atouts de la méthode, voilà, on a pu l'expérimenter sur plusieurs parcs immobiliers, c'est de se dire, il y a des approches plus macro, tableur, ratio, ou réalisées uniquement à l'échelle de chaque bâtiment, qui donnent des montants vraiment très importants de travaux pour atteindre des objectifs réglementaires. En testant plus de solutions, des dizaines de solutions à l'échelle du parc, on va se rendre compte qu'on sera souvent plus efficace pour trouver les actions optimales et qui peuvent être peut-être mutualisées à l'échelle du parc. Et donc, sur les plusieurs expérimentations qu'on a réalisées, on a pu déterminer des programmes de travaux qui étaient au global moins coûteux que ce qui était pressenti auparavant pour atteindre les mêmes objectifs. Voilà, et donc, in fine, ce qui va être obtenu, bah, c'est vraiment donc, à l'échelle de chaque bâtiment et du parc, les gains énergétiques précis et réalistes obtenus avec chacune des actions, les gains en termes d'émissions de gaz à effet de serre, et on va pouvoir bien sûr intégrer la dimension économique. Donc notamment là, on va travailler avec nos ingénieries hein, qui sont vraiment sur le terrain sur ces sujets pour faire les chiffrages, donc en termes de coûts d'investissement, les coûts d'exploitation, pour avoir les temps de retour sur investissement, pour aller jusqu'à un calcul de coût global actualisé, pour pouvoir déterminer les meilleures solutions d'un point de vue technico-économique. Et donc là, ici, on vous montre un exemple voilà, de ce qui peut être obtenu à l'échelle, par exemple, d'un bâtiment, avec plusieurs scénarios de travaux qui sont modélisés, les économies d'énergie, les coûts d'investissement de ces scénarios, les gains énergétiques, les temps de retour, et on peut tout à fait ramener ça par rapport aux étiquettes, alors au seuil décret tertiaire en tertiaire, aux étiquettes DPE en logement et en tertiaire, sachant qu'en logement,
vu qu'on est sur de la SED, donc très réaliste, comme on le sait, la méthode DPE, c'est une méthode conventionnelle en logement, donc il va y avoir un post-traitement réalisé pour voir si une autre méthode réaliste, comment elle se classe en termes de DPE. Mais du coup, sur la méthode Power 10, en logement, l'atout est qu'on est sur des consommations réalistes, donc tous les gains énergétiques qui sont estimés et les gains financiers sont au plus proche de la réalité, ce que ne permet pas le DPE, qui est une méthode conventionnelle. Donc, comme vous l'avez compris, le but, c'est de voir tout ça à l'échelle du parc et de trouver un petit peu l'optimum technico-économique, financier, par rapport aux enjeux et à ce qu'on peut faire en termes de travaux. Et bien sûr, en ayant pris en compte au maximum les besoins et les contraintes réelles et opérationnelles par rapport à tout ça. Voilà, donc sur la méthodologie, j'en ai fini. Donc maintenant, je vais revenir sur un petit peu plus le cadre de l'AMI. Donc voilà, donc pour tous les lauréats, donc Efficacity se proposera donc d'utiliser cette méthodologie et le logiciel Power 10 pour donc à la fois faire une première phase donc de collecte des données et de modélisation des bâtiments. Comme vous l'avez compris, la collecte automatique via le logiciel, et ensuite il y aura des échanges ensemble avec des données qu'on vous demandera également pour recroiser ces données et fiabiliser les modèles. Donc, je ne l'ai pas précisé, hein, mais c'est vraiment une méthodologie qui se réalise sans visite sur site, hein, c'est la particularité, c'est le parti pris de faire vraiment cette étude à l'échelle du parc à partir des informations qu'on peut faire remonter dans un but de gain en termes d'efficacité et de temps. Deuxième grande phase, donc voilà, scénariser les actions de rénovation énergétique et en faire un bilan. Troisième phase, aussi s'intéresser à l'impact carbone et économique. Donc là, on vous donne à titre indicatif. Donc là, ce que j'ai peut-être pas tout à fait assez expliqué, c'est que voilà, Power 10, donc on est sur Efficacity, on est un ITE, donc on est là pour déployer des nouvelles approches, des nouvelles méthodes. Power 10 en fait partie. Donc on a déjà plusieurs retours d'expérience opérationnelle. Et là, via notamment cette AMI, on cherche à les multiplier aussi pour expérimenter la méthode, avoir des retours terrain et pouvoir la diffuser et faire de l'amélioration continue au sens large pour qu'elle soit ensuite au maximum prise en main par les acteurs terrain et notamment les bureaux d'études. Donc, c'est vraiment une démarche d'études et de partenariat de R&D un petit peu qui est proposée et pas une simple étude que fera un bureau d'études. Donc, voilà, d'expérience sur un parc type de 50 bâtiments, nous, on propose un accompagnement qui durerait sur 12 à 18 mois pour réaliser cette démarche complète, sachant que les premiers mois sont vraiment dédiés à la modélisation et à la fiabilisation de la modélisation. Et une fois que cette action est réalisée, faire tourner les modélisations et en sortir les résultats et les conclusions prend un petit peu moins de temps. Donc ça, bien sûr, tous ces éléments-là, comme je le dirais, sera aussi à discuter avec les lauréats, puisqu'il y aura une phase de choix des lauréats qui sera réalisée avec la Fédération des EPL, et ensuite il y aura un échange amont pour pouvoir contractualiser précisément par rapport au parc immobilier. Voilà, donc en termes de candidature, donc je pense que vous avez vu qui sont les organismes et les types d'organismes concernés. Donc, je voulais un petit peu repréciser les projets éligibles. Donc, comme vous l'avez compris, l'intérêt de la démarche, c'est vraiment un parc de bâtiments, puisque si cette démarche n'a pas vraiment d'intérêt sur un bâtiment ou quelques bâtiments, puisque dans ce cas-là, on peut tout à fait se permettre de faire une étude, un audit énergétique, par exemple, à l'échelle de chacun de ces bâtiments s'ils sont peu nombreux. Mais par contre, dès lors qu'on a un parc avec un nombre plus important de bâtiments, ça va être long, coûteux et également complexe de recroiser les informations et de les mutualiser et d'avoir une stratégie globale qui sera souvent sur le terrain extrapolé par rapport à un échantillon de bâtiments, notamment en tertiaire. Donc là, l'idée, c'est d'avoir quand même un parc d'un minimum de 10 bâtiments
Donc, c'est un petit peu le seuil qu'on a défini à partir duquel la méthode a un réel intérêt. Et ça peut tout à fait aller jusqu'à des parcs allant jusqu'à plusieurs centaines de bâtiments. Donc là, typiquement, actuellement, on est sur une étude de ce type sur un parc là, tertiaire de 200 bâtiments. Et ça montre un petit peu tout l'intérêt de la démarche, puisque ça serait quasiment impossible, dans un temps si court, d'auditer précisément les 200 bâtiments. Également, on souhaite que ces parcs de bâtiments soient constitués de bâtiments complets et non de parties de bâtiments. Donc, en termes de parties de bâtiments, je pense par exemple à si c'est un parc constitué uniquement de locaux tertiaires en rez-de-chaussée d'immeubles. Là, la méthode n'a pas tout à fait d'intérêt puisqu'on est quand même sur une méthode un petit peu macro et la simulation à l'échelle macro de locaux faisant partie de bâtiments n'a pas aussi grand intérêt par rapport à Power 10. Et donc Power 10 est opérationnel donc, en France métropolitaine et également dans les DROM. Donc voilà, donc, tous ces territoires-là peuvent être couverts. Donc là, c'est pour repréciser un petit peu les données à fournir et à valider pour fiabiliser les modèles. Donc vraiment, on recroise par rapport aux bases de données tout ce qui est données de surface, géométrie, usage, année de construction et toutes les autres informations techniques qui peuvent nous être transmises, sachant que la donnée vraiment très importante qu'on se doit de récupérer, c'est vraiment au maximum les consommations réelles pour valider la pertinence du modèle en amont. Et donc, dans le dossier de candidature, vous avez pu, si vous l'avez consulté, vous verrez qu'il y a la liste des éléments à transmettre pour la candidature qui est assez simple et qui correspond globalement à ce que j'ai indiqué, c'est-à-dire lister le parc et les données, enfin, les grandes informations principales du parc immobilier, donc la localisation, l'usage, l'année de construction, la surface, et si vous êtes en mesure ou non de fournir par la suite telle ou telle donnée technique. Donc, voilà, donc pour l'ensemble des réponses qui seront faites à cette AMI, donc on aura un comité de sélection des projets. On fera donc nous Efficacity avec la FEDEPL pour arbitrer le choix des projets retenus. Donc en termes de calendrier, la date de clôture de l'AMI donc, est prévue dans un mois à peu près, hein, donc, le 14 avril. Donc jusqu'ici, là, par la suite, j'ai bientôt fini ma présentation. N'hésitez pas à me poser des questions. Vous pourrez ensuite, comme vous l'avez vu dans l'AMI, continuer de poser des questions si vous en avez via le mail dédié. Et ensuite, suite à la clôture, donc le comité de sélection se réunira et quelques temps après désignera les lauréats. Peut-être dernier sujet, la question financière. Donc, on peut donner un ordre de grandeur à ce stade du prix auquel reviendra voilà, les études réalisées dans ce cadre pour le porteur de projet. Donc, ce prix, il est, par rapport à notre retour d'expérience, compris entre 1 000 et 2 000 euros hors taxe par bâtiment, sachant que ce prix sera vu ensemble hein, avant la contractualisation. Donc, pour les lauréats, on aura des échanges pour définir précisément le parc et une proposition de prix et se mettre d'accord. Donc, ce prix de 1 000 à 2 000 euros, il dépend vraiment principalement de la complexité que va avoir le paramétrage et la saisie. Et notamment, ce qui va rapprocher le prix davantage des 2 000 euros, ça sera pour des bâtiments assez complexes, notamment en termes de forme et d'usage. Donc, on a pu le voir sur certains bâtiments tertiaires, notamment qu'on a pu traiter, des bâtiments tertiaires avec beaucoup de décrochés, beaucoup d'usages différents, vont forcément prendre plus de temps à paramétrer correctement, ce qui explique cet écart de prix entre types de bâtiments. Et indiquer, donc là, ces prix, c'est le prix total dans le cadre du partenariat, mais il y a une subvention donc, qui est accordée de par nos statuts d'ITE, par les pouvoirs publics, donc, qui est du PIA, du Programme d'investissement d'avenir. Et donc, on accorde une subvention de 35% sur ces montants-là avec du PIA. Donc, c'est-à-dire, vous, votre reste à charge correspond à 65% des montants indiqués ci-dessus.
Bah voilà, j'en ai fini avec la présentation. Donc, je vais m'arrêter là et laisser la main si vous souhaitez poser des questions. Je vous remercie en tout cas pour votre écoute. Merci beaucoup Nicolas. Pour ma part, j'ai deux petites questions, si je peux me permettre, avant de laisser la Oui, parole, bien sûr. si jamais dans l'audition il y en a également. Euh, Tu as parlé d'un minimum donc, de 10 bâtiments en parlant de bâtiments tertiaires. Est-ce qu'il est possible d'intégrer dans les bâtiments tertiaires les bâtiments qui ont plutôt vocation d'équipement public, peut-être un petit peu atypique? On reste vraiment sur une monofonctionnalité entre guillemets. Oui, alors quand je parle de bâtiment tertiaire, c'est vraiment du tertiaire au sens large, sachant que Power10, c'est un outil qu'on a appliqué par ailleurs sur même des bâtiments industriels. Donc là, évidemment, dans le cadre, tout ce qui va être process n'est pas cadré, mais comme on est en SED, on a vraiment la main sur enfin, énormément d'usages. On peut paramétrer beaucoup d'usages différents, soit en récupérant de l'usage réglementaire par rapport à ce qui se fait en réglementation, mais on peut aussi créer des scénarios d'occupation dédiés, qui a aucun souci pour avoir des usages, entre guillemets, un petit peu atypiques. J'imagine que dans ces scénarios un petit peu dédiés, le changement d'usage ou la transformation de l'actif est pris en compte. Si je veux faire du bureau à des logements, par exemple, est-ce que ça s'intègre dans le modèle? Oui, tout à fait, il n'y a pas de problème. Donc, c'est-à-dire, on calibre le modèle à l'état actuel par rapport à l'utilisation actuelle, et ensuite, le scénario peut tout à fait intégrer un changement d'usage, et donc, on va changer effectivement tout ce qui va être scénario d'occupation, usage du bâtiment, et ça va se paramétrer sans problème à l'état projet. J'avais une dernière question, j'ai pris note en même temps de la présentation, comme ça peut éclaircir tout le monde. Au début, tu parlais donc d'intégration des contraintes autres que celles thermiques, entre guillemets, avant de lancer le logiciel. Et je me demandais juste si l'intégration de ces contraintes, ces prérequis, je ne sais pas si c'est un site occupé, s'il y a de l'amiante, finalement, ça s'intègre avant en tant que prérequis de la modélisation, ou est-ce que c'est des paramètres qui sont directement intégrés à la modélisation? Je sais pas si je me fais comprendre, mais est-ce que voilà, c'est des prérequis qui vont influer ensuite sur la modélisation, ou est-ce que c'est des paramètres intégrés directement à la modélisation? Alors là, ouais, c'est pas intégré au logiciel, hein, parce que le logiciel reste un outil utilisé par des personnes qui doivent être quand même Oui. compétentes. Donc nous, en interne, et moi en l'occurrence, j'ai une bonne expérience de tous ces sujets. Donc l'idée, c'est de ne pas proposer effectivement des travaux ou scénarios qui seraient irréalistes. Donc côté Efficacity, on a cette connaissance technique. On a aussi nos membres partenaires ingénierie qu'on peut consulter pour des points précis. Et bien sûr, chez les porteurs de projets, il y a certainement aussi du retour d'expérience et de la compétence à croiser pour définir en amont. Donc, c'est plutôt un filtre en amont pour ne pas proposer des choses irréalistes. Après, souvent, c'est pas si simple que ça. Il y a enfin, on peut se poser la question, il y a des incertitudes peut-être. Par exemple, je pense à une isolation par l'extérieur. On ne peut pas forcément trancher au stade de programmation si elle sera possible ou non. Ça sera à passer lors du permis de construire, peut-être en commission d'urbanisme. Donc, dans ce cas-là, on peut se permettre de faire la simulation en ayant en tête qu'il y a une petite incertitude réglementaire, éventuellement technique. C'est plus clair, merci. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions dans la salle. Je ne crois pas. En tout cas, n'hésitez pas à revenir vers nous si voilà, des interrogations se présentent. On est à votre disposition, Nicolas et moi, enfin plutôt Nicolas et Efficacity sur les questions techniques et l'utilisation de l'outil. N'hésitez surtout pas à en parler autour de vous. Peut-être que ça intéressera d'autres PL qui n'ont pas forcément eu accès à l'information. Comme Nicolas l'a rappelé, l'AMI est clôturé mi-avril et donc on est à votre disposition jusque-là dans le cas où vous déposeriez des candidatures. Je ne sais pas si Nicolas, tu voulais apporter d'autres compléments, si tout était OK pour toi. Ouais, effectivement, enfin, je vous remercie tous pour votre écoute et je pense, voilà, merci pour tes questions, Camille. Et je pense qu'on a bien synthétisé le sujet. Donc, moi, je me tiens à votre disposition pour toute question. Voilà, vous
pouvez nous contacter via le mail dédié et on vous apportera une réponse personnalisée s'il y a des questions particulières. Merci Nicolas en tout cas, merci à toutes et tous et il me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée dans l'attente de vos candidatures. Et à bientôt à tout le monde.